Bonjour, je vais commencer à vous parler de la théogonie, ce mythe fondateur de toute la cosmologie, mythologie gréco-romaine, qui de mon point de vue est encore la matrice archétypale qui va animer profondément nos systèmes inconscients et notre manière de nous vivre au monde par les récits qui nous sont forgés. La théogonie, c'est pas un mythe parmi d'autres, c'est le mythe fondateur, le mythe de l'origine, qui vient parler de à la fois comment dans le macrocosme les grandes forces s'organisent, les grandes forces des lois universelles, des lois qui permettent le vivant, et dans le microcosme au niveau humain, et puis après les intermédiaires bien sûr que sont les sociétés, comment dans le microcosme que l'on constitue en tant qu'humain, ces archétypes, ce mythe nous influence aussi profondément dans notre manière de nous vivre en tant que présence, conscience et puissance. Dans la théogonie, il est dit qu'au départ, il y avait juste chaos, le chaos qui représente le vide, une absence d'existence, d'expérience, et même au-delà, une absence de tout. Et de ce chaos, les trois forces primordiales surgissent, qui sont Eros, l'énergie, la pulsion de vie, le désir primordial, Gaïa, la terre, qui va représenter une nécessité profonde d'existence, d'expérience manifestée, et le Tartare, la troisième force qui représente le retour au néant, une fin de boucle qui permet de retourner jusqu'au chaos. De ces trois forces, Gaïa va aller s'appuyer sur l'énergie d'Eros pour aller engendrer elle-même un parèdre, une force complémentaire d'elle-même qui est Ouranos, qui va symboliser l'information, l'esprit aussi. Et ensemble, ils vont aller engendrer une progéniture, donc avec trois sortes d'êtres qui sont les cyclopes, ceux qui n'ont qu'un œil, qui vont aller focaliser l'énergie information, les hécatonchires, ce sont les géants aux 50 têtes et 100 bras qui vont aller représenter la multitude des informations avec une force colossale, et les titans. Le problème qui se pose pour Gaïa à ce moment-là, c'est que ses enfants et les enfants de son couple avec Ouranos ne peuvent pas vivre en tant qu'existence propre parce qu'ils sont enfermés au sein de la fusion de Ouranos et Gaïa. Et autant elle a pu engendrer Ouranos et ensemble ils ont engendré la progéniture, autant elle n'a pas le pouvoir de leur permettre de se déployer dans une expérience. La théogonie nous dit qu'elle en souffre et qu'elle va aller demander à ses enfants de venir séparer leur père et leur mère. Et elle va s'appuyer là-dessus sur un argument sur lequel on va revenir assez longuement, qui est l'argument de la haine d'Ouranos vis-à-vis de ses enfants. Le seul qui accepte de répondre à cette demande de Gaïa, c'est Chronos, Saturne, dont on nous dit qu'il était le plus intelligent des titans. Dans ce que j'en vois, dans ce que j'en comprends, c'est que Chronos, il va aller y répondre en se mettant en résonance avec sa mère et avec son père, simultanément. Et en ça, il va déjà, dès le début, représenter l'héritage et la loyauté. On va y revenir longuement dans les prochaines vidéos. On le voit dans le mythe, c'est exprimé
assez clairement, d'une part par la tournure des vers dans la théogonie, où Gaïa va aller présenter sa demande à ses enfants d'être séparés d'Ouranos avec des formulations très précises, un peu comme une incantation, et puis Cronos va lui répondre exactement de la même manière, mais en s'appropriant la parole de sa mère, la formulation très précise. Il va la répéter et en se l'appropriant, on voit qu'ils se mettent en résonance, ils se mettent en phase, il y a un accord profond entre eux sur un récit au niveau informationnel, ils se mettent d'accord. Et depuis ce récit, et cette décision, il va récupérer Cronos l'autorisation et l'énergie pour accomplir l'acte que Gaïa lui demande. Et d'une autre manière, il est aussi en résonance avec son père, puisqu'il nous est dit dans la théogonie, à la fois dans le texte et aussi dans la formulation de Gaïa, que Ouranos est dans la haine de ses enfants, et Cronos va légitimer sa décision et son choix d'obéir à la volonté de sa mère, en disant « je vais le faire parce que je hais mon père », parce que tout comme Ouranos hait ses enfants, moi je hais Ouranos. Et on voit qu'ils vont se mettre en résonance sur l'énergie de la haine. Alors ça c'est super intéressant déjà, parce que d'où sort la haine en première instance comme force érotique en fait, puisque la haine c'est vraiment de la puissance d'un désir, mais d'un désir chargé de négativité. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et on y reviendra. Mais là, je voulais déjà vous montrer la résonance entre Cronos et ses deux parents. Et donc, il va aller faire ce choix d'oser la transgression extrêmement forte, qui va aller consister en émasculant son père. Donc, Gaïa va lui forger une faucille, une faux, ou une serpe, selon les versions, et avec elle, il va aller émasculer son père. Ce qui va créer une décharge énergétique tellement immense que Ouranos va décoller et va se transformer en ciel nocturne décoller de la Terre. Et puis entre les deux, il va y avoir la bande de l'atmosphère qui représente la vie à la surface de la Terre. Et depuis ce moment-là, en fait, les enfants vont pouvoir émerger en tant que forme et se dérouler leur existence. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cet acte de transgression, on passe à un nouveau moment du monde. Et Cronos va représenter une force supplémentaire suffisamment puissante pour avoir décollé les deux forces qui étaient collées, l'électromagnétisme de Gaïa et Ouranos. Et ce qui se passe, c'est que on arrive à une nouvelle génération de dieux. On est à une nouvelle étape, en fait, du processus. Gaïa et Ouranos, qui étaient les dieux fondateurs, se retrouvent soudain relégués. C'est plus leur moment de création. Et donc, ils se retrouvent, on va les retrouver dans la théogonie ensuite comme conseilleurs, influenceurs, mais ils n'ont plus, leur moment est passé en fait. Et le relais est donné à Cronos. C'est lui qui a eu le courage et la force et la réussite, quelque part, de l'acte transgressif fondateur. Et donc, c'est à lui maintenant qui a le pouvoir sur le monde. Et ses parents vont aller lui signifier, de manière très directe et très intéressante dans le mythe, il y a plusieurs conséquences qui découlent de la transgression, donc de l'émasculation, et notamment la création de nouvelles forces qui sont issues de ça. Alors, d'une part, il y a Cybèle, qui va être Aphrodite, Vénus, mais bon,
je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, et d'autres créatures, mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est les Érini. Ce sont des déesses de la vengeance et du châtiment qui naissent de cet acte. Et elles sont les précurseuses de la culpabilité, de la vengeance et de la malédiction, d'une certaine manière. Elles sont porteuses de l'énergie du châtiment. Et en étant créées, elles vont aller pousser Ouranos et Gaïa à aller se présenter à Cronos et lui offrir une prophétie qu'on va pouvoir, c'est là où ça va être important de distinguer ensuite comment on va recevoir l'information, bien sûr, mais ça va, cette prophétie qui va lui dire, tu as transgressé l'ordre, par ton acte a des conséquences, tu as créé la loi des causes et conséquences, et tu as commis un péché, et tu vas être puni pour ce péché. Et ça, dans la théogonie, ça vient très très rapidement, en fait. Et on voit que l'énergie de poser la charge de la faute sur un autre et de lui dire qu'il va subir les conséquences de ses actes, ça vient très 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 vite. Et ça va être de tout temps ensuite le drame de Cronos, le drame de Saturne, le drame psychique de comment gérer, parce que c'est un gestionnaire, Saturne Cronos, cette prophétie qui peut tout autant être vécue comme une malédiction que comme un conseil avisé sur lequel prévoir, prédire et se positionner, etc. C'est d'autant plus fort, et je pense que je vais faire ensuite une vidéo vraiment pour préciser dessus, parce que là, j'ai pas envie de faire des vidéos très longues, que quand vous voyez la manière dont je vous présente le mythe, en fait, le désir d'émasculer Ouranos ne vient pas en première instance de Cronos. C'est le désir de ses parents. D'une part, le désir conscient et proclamé de Gaïa, qui va demander à ses enfants de manière tout à fait claire et puissante que l'émasculation soit opérée par eux. Et d'autre part, le désir plus inconscient d'Ouranos qui nous est révélé par le fait qu'il ait ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a une décharge de négativité et d'agressivité contre eux, du fait qu'il soit impuissant, lui, puisque engendré et dépendant entièrement de Gaïa, il n'a aucune marge de manœuvre tant qu'il est relié à elle, mais il n'en aura jamais en fait, puisqu'une fois que Gaïa et Ouranos sont séparés, il est relégué dans le ciel, il n'a pas de pouvoir sur la terre, donc il y a une haine très forte, et il a un désir inconscient d'être séparé d'elle, tout en étant dans l'incapacité de l'accomplir. Donc le désir de séparation, il est porté par les deux parents. Ce qui est assez surprenant et très fortement impactant de mon point de vue, vu ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humain actuellement dans les familles et dans le ressenti de ce qui se passe dans les familles, c'est que si on s'en tient à un niveau psychologique, une fois que la séparation est faite, c'est-à-dire une fois que le désir parental a été accompli, les parents vont aller en faire le reproche à l'exécutant, à leur enfant, à Cronos, Saturne. Et là, c'est en fait, il y a on peut aller très 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 loin quand on commence à comprendre ça en termes psychologiques. C'est-à-dire que c'est un peu, ils vont aller lui reprocher d'avoir été l'exécutant du crime. C'est vrai que c'est l'exécutant du crime, mais c'est pas lui l'instigateur. L'instigateur, c'est les parents. Et là, on voit comment Saturne, en chacun de nous, selon qu'il est dans une famille saine ou malsaine, ça ne va pas être la même histoire qui va suivre. C'est-à-dire que dans une famille saine,
les parents vont aller apprendre à l'enfant la loi des causes et conséquences, de faire attention à ses actes parce que derrière, il y a des effets et qu'il faut apprendre à prévoir, à apprendre à regarder. Donc ça va être euh, tout l'apprentissage du sentiment de l'erreur. Et ça, c'est très sain. Mais en revanche, dans une famille malsaine, il va y avoir le fait d'aller reprocher à l'enfant ses actes et de lui faire endosser une culpabilité qui peut devenir chronique et qui fait qu'il sera, on va lui demander d'endosser en fait les erreurs de ses parents, les inconséquences de ses parents, le fait que les parents ne se sentent pas d'assumer leurs propres responsabilités, vont la projeter sur leur enfant, ce qui fait que l'enfant ensuite va en permanence intégrer un sentiment profondément inconscient, puisque le système saturnien, il se crée en nous dans notre petite enfance, et ensuite il est intégré et il est largement inconscient, et c'est seulement adulte qu'on va pouvoir le conscientiser de manière à le mettre à notre service et à l'adapter sainement. C'est le propos de ces vidéos. Et là, on touche du doigt l'endroit de « oula, warning ». Comment est-ce que j'ai intégré mon Saturne au niveau de la culpabilité? Je m'arrête là parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais la suite dans la prochaine. Merci pour votre attention.